Bonjour, je m'appelle Hassan Salam, je suis professeur de gynéco à la faculté de médecine d'Alexandrie et aujourd'hui je vais vous parler de la physiologie de reproduction. Cette présentation fait partie du cours de gynéco-endocrinologique pour la section francophone, nos étudiants du premier cycle à notre faculté de médecine. Alors, je parlerai de la régulation neuro-endocrinienne, ensuite des hormones stéroïdes, la folliculogenèse, l'ovulation, la spermatogenèse, la fertilisation et enfin l'implantation. Parlons de l'embryogenèse de l'hypophyse. Voilà, on sait que l'hypophyse est formée de deux parties. Une partie qui fait le lobe antérieur, c'est la pochette de Rathke. Alors la pochette de Rathke vraiment vient de la paroi supérieure de la cavité orale, dans la vie embryologique bien sûr. Et elle est jointe par une autre partie qui fera le lobe postérieur. Alors c'est qui vient de la paroi inférieure du troisième ventricule. Et ensuite, on a la fusion ensemble. La pochette de Rathke a une cavité, mais cette cavité disparaît avec le temps et en fait, l'aspect postérieur de cette pochette fait ce qu'on appelle le lobe intermédiaire qui est en fait responsable pour un groupe d'hormones comme on va le dire. Et voilà la connexion entre l'hypothalamus et l'hypophyse. On sait qu'il y a des cellules neurosécrétoires qui produisent des hormones comme le GnRH par exemple et qui rentrent la circulation comme on voit ici dans l'afflux de sang et ensuite elle est portée jusqu'à le lobe antérieur de l'hypophyse, ce qu'on appelle la circulation portale. Et voilà notre diapo qui avec un peu plus de détails. Nous avons ici les noyaux supraoptiques et paraventriculaires. Et aussi nous avons nos neurones neurosécrétaires comme on le voit ici. Et comme vous le voyez, les noyaux paraventriculaires et supraoptiques, les nerfs aboutissent au lobe postérieur de l'hypophyse parce que c'est là où on a la sécrétion de l'ocytocine et de l'ADH. Tant que le lobe antérieur est responsable pour d'autres hormones. Et voilà l'hormone de libération de gonadotropine, le GnRH, qui commence de l'hypothalamus et qui est transporté par notre circulation portale jusqu'à l'hypophyse. Et voilà la composition chimique du GnRH. Il y a le GnRH1 et le GnRH2, mais en fait c'est un décapeptyle, c'est-à-dire que ce sont 10 acides aminiques ensemble. Et voilà, comme je viens de dire, notre circulation hypothalamique, hypophysaire portale, qui porte ce GnRH depuis l'hypothalamus où il est sécrété. Selon cette circulation, comme on voit ici, il y a l'artère hypophysaire supérieure à droite et ensuite qui porte ces hormones, le GnRH et d'autres hormones libérants jusqu'à le lobe antérieur de notre hypophyse selon cette circulation portale. On voit ici les veines de portail et ensuite les cellules endocrines et les veines hypophysiaires en bas où les nouveaux hormones sont produits. Et voilà la circulation dans l'hypothalamus. Et voilà les circulations dans l'hypophyse et voilà les veines du portail. Alors ça c'est la circulation hypothalamique, hypophysaire, portale. Alors,
quel est le mécanisme d'action de cette GnRH? La GnRH, comme je dis, elle est produite par l'hypothalamus. Selon la circulation portale, arrive à l'hypophyse. Alors, comment est-ce que ça exerce son effet? Voilà, ça c'est une cellule hypophysaire, et comme on le voit, le GnRH, le récepteur de GnRH se trouve sur la membrane de la cellule. Alors il s'attache à cette membrane et on a un commencement de plusieurs opérations. Je ne vais pas rentrer dans des détails, mais enfin, si on regarde en bas, il y a alors la transcription du gène de la sous-unité de gonadotropine. Alors il y a la formation des gonadotropines comme le FSH et le LH, et voilà le GnRH qui va s'attacher au récepteur, et voilà la transcription du gène, et voilà enfin le FSH et le LH qui sont produites par cette cellule, et alors qui se trouve leur passage à travers les veines de l'hypophyse. Et voilà, comme on le voit ici, le GnRH alors stimule les cellules endocrines de la lobe antérieur de l'hypophyse, et ça va nous donner le FSH, le LH, le TSH, le ACTH, l'hormone de croissance et aussi la prolactine. Tant que le lobe postérieur va nous donner l'ocytocine et le ADH. Et voilà, si on fait l'histologie de l'hypophyse antérieure, on va voir qu'il y a des cellules qui prennent la couleur rouge, elles sont acidophiles, et ce sont ces cellules qui sont responsables pour la production de l'hormone de croissance et de la prolactine. Tant que les cellules qui prennent la couleur bleue, qu'on appelle les basophiles, elles produisent le FSH, le LH, le TSH ou le ACTH. Et enfin, il y a des cellules qui ne prennent pas de couleur du tout, et on les appelle les chromophobes. Il y a une similarité entre les hormones qui sont produites par les mêmes cellules, c'est-à-dire le FSH, le LH, le TSH, et aussi il y a une similarité avec un hormone qui est produit par le placenta, c'est le HCG, Human Chorionic Gonadotropin. Et tous ces quatre hormones se composent de deux chaînes. Il y a une chaîne alpha qui est commune à ces quatre hormones. Il y a la chaîne bêta qui est plus spécifique à chaque hormone. Alors, il y a celle du TSH qui ressemble, il y a celle de la LH, de la FSH et le HCG. En fait, la chaîne bêta du LH et de l'HCG sont aussi similaires, mais il y a des petites différences. C'est pourquoi qu'on peut parfois utiliser le HCG au lieu du LH, par exemple, quand on fait le déclenchement de l'ovulation dans notre stimulation. Et aussi, quand on fait un test pour la grossesse, il faut toujours faire le test qui est spécifique pour la chaîne bêta. On appelle ça le bêta spécifique HCG, parce que une femme qui n'est pas enceinte et qui a une hausse de l'hormone de LH peut nous donner un test positif si on ne fait pas le test spécifique. Par exemple, les femmes avec le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK. Et voilà les hormones, le FSH et le HCG. Comme je dis, ce sont des glycoprotéines et ils ont une chaîne commune, la chaîne alpha, mais la chaîne bêta, qui sont différentes. Et de même façon, les hormones alpha MSH et bêta MSH et le ACTH alpha melanocyte stimulating hormone, bêta melanocyte stimulating hormone, et le ACTH adrénocorticotrophic hormone, l'hormone trophique de la glande adrénale. Alors, ce sont des
polypeptides courtes, c'est-à-dire à peu près de 25 acides aminiques par exemple. Mais il y a des similarités qu'on le voit, et enfin, comme je viens de dire, ces hormones sont plutôt produites par des cellules dans dans le lobe intermédiaire. L'ACTH est produit des cellules bêta, mais qui sont proches de lobe intermédiaire. Il y a aussi les similitudes entre le HPL, le GH et la prolactine. Le HPL, c'est l'hormone Human Placental Lactogen. C'est un hormone qui est produit par le placenta, alors là, c'est le lactogène placentaire. Et c'est le lactogène, mais aussi il a des fonctions qui ressemblent à l'hormone de croissance, grosse hormone, GH. Et ensuite, la prolactine, elles sont semblables. Ce sont des polypeptides, mais qui sont longs, à peu près de 300 ou 350 acides aminiques. Mais ils ont des similarités entre ces trois hormones. Et enfin, nous avons les hormones du lobe postérieur, l'ocytocine et la vasopressine. Alors, ce sont des nonapeptides, c'est-à-dire 9 acides aminiques. Il y a de ceux qui disent que ce sont des octapeptides. Pourquoi on dit que c'est octapeptide ou nonapeptide, c'est-à-dire 9 acides aminiques? Et alors, il y a ici, comme vous le constatez, il y a 2 cystines. Alors, 2 cystines font un cystéine. Alors, si on compte chaque cystine seule, alors c'est une nonapeptide, 9 acides aminiques, mais si on les compte comme un acide aminique, alors ça, on peut dire que ce sont des octapeptides. Et on sait aussi ce qui arrive sur l'axe hypothalamo-hypophysaire ovarien. Il y a le feedback négatif, bien sûr, si on n'a pas assez d'estrogène ou de progestérone, alors ce feedback va stimuler l'hypothalamus pour produire le GnRH, et le GnRH va stimuler le lobe antérieur de l'hypophyse pour produire le LH et le FSH, à leur tour stimulant les ovaires pour produire l'estrogène et la progestérone qui fonctionnent sur l'endomètre de l'utérus. Alors, quel est le mécanisme d'action de la FSH et de la LH? Alors, comme on a dit, ce sont de grandes molécules, comme on l'a vu. Le FSH, par exemple, a une masse moléculaire de 22 400 Dalton. Alors, c'est une molécule très grande, il ne peut pas rentrer dans la cellule. Alors, comme on le voit ici, le récepteur du FSH est présent dans la membrane de la cellule ovarienne. Et voilà, c'est une cellule ovarienne ici qu'on peut voir. Et alors, ça stimule le cyclase qui entoure, fonctionne sur le ATP, produisant du AMP, et ensuite qui stimule la phosphorylisation dans le mitochondrie. Ensuite, le cholestérol commence à nous produire la progestérone, la testostérone ou l'estradiol. La testostérone, bien sûr, si on parle des testicules. Et voilà l'hormone et le récepteur, comme je viens de dire. Et ensuite, on a la sécrétion des stéroïdes. Et parce que les stéroïdes sont une petite molécule, sont des petites molécules, alors ils peuvent passer à travers la membrane de la cellule. Et en même temps, on a le mécanisme de feedback. Et ici, il y a un feedback court et un feedback long. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si l'estradiol et la progestérone, par exemple, sont insuffisants, alors ces deux peuvent stimuler ou bien l'hypophyse pour produire du LH et du FSH, ou stimuler, selon le long mécanisme, l'hypothalamus pour produire du GnRH qui entoure, va stimuler l'hypophyse. Celle-ci va produire du FSH et du LH pour stimuler l'ovaire, pour produire de l'estradiol et de la progestérone. Alors maintenant, parlons des hormones stéroïdes.
Ça, c'est le noyau stéroïde. Il se compose de 18 atomes de carbone. Et voilà, 18, mais et on peut ajouter le numéro 19 comme on le voit, et ensuite le numéro 20 et 21. Tous les hystrogènes sont composés de 18 atomes de carbone. Tous les androgènes, 19, et la progestérone et ses cousins, 21. Et voilà par exemple nos hystrogènes principaux. Le principal qui est produit par l'ovaire, c'est l'estradiol. C'est l'estrogène de l'ovulation. Mais il y a aussi l'estriol qui est produit par le placenta, et il y a l'estrone qui est produit par les tissus sous-cutanés chez les femmes en ménopause. Et voilà la progestérone et son métabolite qui s'appelle le pregnandiol. Bien, alors, comme on dit progestérone, on, c'est-à-dire double bond O, on, ketone, et comme on dit ol, c'est l'alcool, c'est le OH. Alors, pregnandiol, diol, c'est-à-dire 2 OH. Et comme vous le voyez ici, il y a un OH à la position 3 et il y en a un autre OH à la position 20. Et voilà la progestérone qui a une masse moléculaire de 314 et comme vous le voyez, ça se compose de 21 atomes de carbone et il y a une double bond O, un kétone à la position 3, alors c'est un progestérone, ONE. Et alors, montrons maintenant la voie biosynthétique des ovaires, des stéroïdes ovariens. Ça commence par la cholestérol. On sait que le cholestérol est composé de 27 atomes de carbone. Alors si on enlève 6, on aura, alors dans ce cas, si on enlève 6, on aura la progestérone et ses cousins. Comme vous le voyez ici, on a la progestérone et à gauche, il a le pregnénolone. La différence, c'est que à la position 4 ou 5, à droite, la progestérone et tout ce qui est en bas de la progestérone a une double bond qui commence à le numéro 5, au numéro 4, alors que la pregnénolone et tout ce qui est en bas de la pregnénolone commence à la position 5. Alors on dit que ça c'est la delta 5 pathway et ça c'est la delta 4 pathway. En tout cas, la progestérone et ses cousins contiennent 21 atomes de carbone, comme je viens de dire. Si on enlève numéro 20 et 21, alors dans ce cas, on aura nos androgènes. Et voilà les androgènes. On a enlevé le numéro 20 et 21. Tous les androgènes se composent de 19 atomes de carbone. Il y a le androstine dione. Dione, c'est-à-dire 2 on, 2 kétones. Et comme l'on voit, il y a le androstine diol. Diol, 2 OL, c'est-à-dire 2 OH. Voilà. Et tous les androgènes ont 19 atomes de carbone. Mais si on enlève aussi le numéro 19, on aboutit alors à nos hystrogènes. L'estrone, on, double bond O, mais estradiol, c'est-à-dire il y a 2 OH, un diol. Et voilà. Et il y a un enzyme qui nous donne ça, qui transforme les androgènes de 19 atomes de carbone aux hystrogènes à 18 atomes de carbone. Et cette enzyme s'appelle l'aromatase parce que les hystrogènes sont aromatiques, elles ont une bonne odeur. Alors cette enzyme s'appelle le aromatase. Et voilà nos hystrogènes comme je viens de dire. Il y a aussi l'estriol qui est produit par le placenta et c'est triol, c'est-à-dire il y a 3 OH comme on le voit, et estradiol 2 OH qui est produit par l'ovaire, c'est l'estrogène de l'ovulation et ensuite on a l'estrone qui est produite comme j'ai dit chez les femmes en ménopause dans les tissus sous-cutanés.
Et voilà comment l'estradiol est produit dans l'ovaire. Ça, c'est ce qu'on appelle la théorie des deux cellules et deux gonadotrophines. C'est-à-dire qu'on a besoin de deux cellules et on a besoin aussi du FSH et du LH. Et voilà, en bas, on a un follicule. Et dedans de ce follicule, on peut trouver les cellules granulosas. Et en dehors, à gauche, il y a les cellules CK. Alors, qu'est-ce qui se passe? La stimulation avec le LH nous produit la progestérone et aussi les androgènes. Alors, les androgènes sont produits dans les cellules CK. Elles contiennent 19 atomes de carbone. Mais si on veut obtenir l'estradiol, le E2, on peut faire ça seulement en dedans du follicule. Alors, c'est dans les cellules granulosas parce que ces cellules contiennent l'enzyme aromatase, on appelle ça l'aromatisation. Alors l'aromatisation des androgènes nous donne l'estradiol, le E2. Et c'est le E2, comme j'ai dit, c'est l'hormone qui est responsable pour l'ovulation, comme on va voir. Et cette aromatisation est sous l'effet du FSH. Alors le FSH exerce son action sur les cellules granulosas en principal. Alors, nous avons maintenant nos stéroïdes, l'estradiol et la progestérone. Alors, par exemple, la progestérone arrive à une cellule de l'endomètre. Alors, comment ça peut exercer son influence? Quel est le mécanisme d'action de ces stéroïdes? Alors, les stéroïdes, comme je viens de dire, ce sont des molécules, des petites molécules. On a dit que la progestérone a une masse moléculaire de 314, l'estradiol c'est 272, alors ces petites molécules, elles peuvent rentrer dedans de cette cellule. Alors voilà, à gauche, il y a la membrane de la cellule endométriale et il y a une molécule de progestérone qui rentre et qui s'attache au récepteur qui est présent dans le noyau. Mais il y a aussi un autre mécanisme qui dépend des récepteurs membranaires. Il y a des récepteurs alors dans le noyau, c'est à l'envers, et il y a aussi des récepteurs envers aussi, mais dans ce cas, ce sont dans les récepteurs membranaires. Mais les deux font la même fonction. Elles activent les messagers secondaires selon la méthode non jomique, les autres une méthode jomique, mais enfin on a la fonction biologique. Par exemple, il y a une protéine qui est produite par ces cellules d'endomètre qui calme l'utérus, par exemple, pendant la grossesse. Et voilà notre progestérone, ON, double bond O. Et le métabolite de cette progestérone est le prégnandiol, comme je viens de dire, diol de OH, position 3 et en position 20. Mais le prégnandiol, quand il est sécrété du corps, il n'est pas sécrété comme prégnandiol. Le foie, c'est l'endroit où tous nos poisons, où tous nos hormones qui ont cessé de fonctionner sont métabolisés pour être excrés au dehors du corps humain. Alors, comment est-ce que le foie fait ça? Il attache notre hormone à ou bien des glucuronides ou bien des phosphates. Et alors, dans ce cas qu'on a devant nous, ça c'est le prégnandiol 3-alpha-glucuronide. Il y a une molécule de glucose qui s'est attachée à notre progestérone. Alors il a formé, ou à notre prégnandiol, il a formé la molécule de prégnandiol 3-alpha-glucuronide parce que c'est la position alpha, la position numéro 3, et c'est alpha, c'est-à-dire que ça sort vers notre face. Alors c'est une ligne qui est marquée par des points. Et de la même façon,
les estrogènes sont métabolisés de la même façon. Elles sont attachées à des molécules de glucose, comme on voit ici, à l'histrone 3-glucuronide, le estradiol 17 bêta-glucuronide, parce que c'est la position bêta, et ensuite notre estriol 16 alpha-glucuronide, comme on le voit ici. Et voilà notre sécrétion. Alors, le foie, on voit ici le foie où les hormones sont produites, et il y a en fait une circulation entérohépatique comme celle des acides biliaires, c'est-à-dire que les hormones, les métabolites des hormones sont sécrétés dans le duodénum et elles passent dans les intestins. Mais il y a une partie qui est réabsorbée et ensuite elle revient au foie et ensuite elle est resécrétée une autre fois. Alors il y a toujours cette circulation entérohépatique, comme on l'appelle. Parlons maintenant de la folliculogenèse, la formation des follicules. On se rappelle que dans l'ovaire fœtal, il y a environ de 6 à 7 millions d'ovocytes, mais par le temps que notre fille est née, au temps de la naissance, on a maintenant entre 1 et 2 millions. Mais en fait, une femme, pendant le temps de la puberté, le nombre diminue et maintenant il y a à peu près de 300 000 à 500 000. Tant que, comme je viens de dire, une femme a besoin peut-être d'entre 300 et 400 ovocytes pendant cette vie reproductive. Si elle a une ovulation chaque mois, entre les années 15 et 45, 30 années multipliées par 12 mois, ce sont 340 ovocytes. Alors, elle a besoin peut-être dans tout son âge d'environ 300, 400, 500 ovocytes au maximum. Et voilà les étapes du développement folliculaire. Les ovocytes commencent par des ovocytes primordiales et ensuite et voilà le noyau et le granulosa et on peut voir là alors le follicule primaire qui commence à avoir une cavité, alors on appelle ça la follicule préantrale avant d'avoir une cavité. Et ensuite il y a un follicule préantral précoce, il y a un antrome et une cavité, c'est-à-dire ensuite la cavité commence à augmenter de croître et voilà enfin nous avons notre ovocyte qui est la plus grande cellule du corps humain, c'est-à-dire à peu près de 100 microns. Toutes les cellules du corps humain sont à peu près de 10 microns, sauf l'ovocyte, elle est à peu près de 100 microns, entre 80 et 150 microns. Et alors, comme on le voit ici, ce follicule mûr ou mature, comme on le voit, il est entouré de la couronne radiate, ce sont des cellules granulosas, et le reste des cellules de granulosa sont autour du follicule, et en dehors du follicule, il y a la thèque ou les cellules thecca. Et en fait, si on regarde ici, cette follicule qui va nous donner l'ovulation ce mois, cette follicule a commencé à croître il y a 4 cycles menstruels, comme on le voit ici selon l'étude de Alain Goujon, qui est un chercheur français qui est bien connu par cette théorie ou cette chronologie qu'il a fait dès les années 1980. Alors, ça commence par l'ovocyte primordial, l'ovocyte primaire, ensuite préantral, ensuite les ovocytes antraux, jusqu'à qu'on a notre follicule mûr. Et voilà, au commencement par exemple, ça prend à peu près de 120 jours entre un follicule de 0,03 mm
pour atteindre 0,2 mm. 120 jours. Ensuite, il y a un autre 65 jours pour croître de 0,2 jusqu'à 2 mm. Donc, ça prend 5 jours en plus pour croître de 2 mm à 5 mm. Et ensuite, nous avons notre cycle présent où nous aurons notre ovulation. Alors, ça prend à peu près de 15 jours pour atteindre le diamètre de 20 mm de cette follicule. Et voilà une autre présentation de cette chronologie d'Alain Goujon. Alors, il y a 3 cycles là-haut, voilà, et le premier cycle à 25 jours pour aboutir à un follicule antral. Ensuite, ça augmente dans le deuxième cycle. Donc, dans le troisième cycle, les 14 jours premiers du troisième cycle, comme on le voit ici, notre follicule a commencé à être un follicule mûr de 20 mm de diamètre. Alors, ça nous prend à l'ovulation. On sait cette représentation du FSH et du LH. On sait que le FSH, qui est ici en vert, commence à croître au commencement du cycle. Et ça commence à stimuler les follicules. C'est l'hormone de stimulation de follicules, follicle stimulating hormone. Ça commence à stimuler nos follicules. Alors les follicules, comme on voit dans le panneau en haut, commencent à croître, comme on le voit, jusqu'à que notre F et produire de l'estradiol. Et quand l'estradiol atteint un certain niveau, alors notre FSH va commencer vers le jour 9, 10 à diminuer un peu. Mais ensuite, il y a une autre hausse vers le jour 12 ou 13, ce qui coïncide aussi avec une autre hausse du hormone de LH qui va déclencher notre ovulation, comme on voit au panneau en haut, l'ovulation, et ensuite la formation du corps jaune, et ce corps jaune, c'est lui qui va commencer à produire la progestérone qui va supporter une grossesse si on a une grossesse. Et voilà le processus impliqué dans l'ovulation, les processus impliqués dans l'ovulation. Pendant l'ovulation, on a dit qu'il y a une grande hausse de LH, et cette LH qui stimule le OMI, Oocyte Maturation Inhibiting Factor, et les prostaglandines PG et le luteinizing inhibitor. Et voilà ça avec le FSH aussi qui stimule le plasmine à droite, et le plasmine va stimuler le collagénèse. C'est un enzyme qui va ouvrir un point pour que notre ovocyte sort de cette follicule. Alors, dans ce cas, le cumulus est déjà élargi, et c'est un effet de la LH. Et ensuite, les prostaglandines aussi produisent une contraction du muscle lisse, comme on voit ici. Et voilà, nous avons notre ovulation qui prend lieu. Et ça, c'est monsieur ou docteur Nilsson. C'était un docteur suédois, mais qui s'est intéressé à la photographie biologique, en particulier des photographies dans le corps humain, avec l'ordinateur. Il peut produire des photos assez intéressantes, et voilà, c'est ce qu'il nous a c'est une photo qu'il avait prise pendant l'ovulation. Et voilà Lennart Nilsson, et notre follicule qui se trouve maintenant dans la trompe de Fallope. Et alors, comment ça s'est régulé? Comme je viens de te dire, le FSH commence à augmenter au commencement du cycle, et ça va entraîner une croissance, bien sûr,
des follicules. Les follicules vont produire l'estradiol et l'estradiol va augmenter jusqu'à ce qu'il aboutit à un niveau de 200 picogrammes par millilitre pendant 50 heures. Et si on a cet niveau pendant 50 heures, ça va déclencher la hausse du LH, c'est-à-dire le pic de notre estradiol peut être le jour 12, le LH le jour 13, et ensuite on a notre ovulation le jour 14 quand on voit ici. Quand l'ovulation a lieu, alors nos cellules de granulosa vont se transformer en des cellules de CK et ensuite ou des cellules granulosa lutéines vont se transformer entre granulosa se transforment en granulosa lutéine et les CK deviennent du CK lutéine et les CK lutéines vont commencer à produire la progestérone. Progestation, l'hormone qui supporte la gestation, la grossesse. Alors la progestérone continue à monter jusqu'à le niveau le plus élevé autour du jour 21. Et si la femme ne sera pas enceinte, alors la progestérone commence à diminuer. Et quand elle diminue sous un certain niveau, alors ça va entraîner les nouvelles règles. Mais si la femme est enceinte, alors la progestérone va continuer à augmenter et supporter cette nouvelle grossesse. Il y a un concept très intéressant, celui de la fenêtre de recrutement. Parce que ce qu'on doit se rappeler, c'est que tout le temps, il y a une croissance de follicules. Les follicules commencent à grandir tout le temps. Mais si les follicules qui sont en train de croître, ils trouvent que le FSH n'est pas assez, la concentration de FSH n'est pas assez haute, s'il y a une faible concentration comme à gauche et à droite, alors on a une atrésie de ces follicules qui essayent de croître. Mais si, comme on voit au milieu, la concentration du FSH est élevée au-dessus d'un certain seuil, alors le seuil de concentration comme on le voit ici, dans cet état, alors nos follicules ou notre follicule va continuer à croître jusqu'à ce qu'on aboutit à un follicule mûr et une ovulation. Alors, si on fait une stimulation avec le FSH, si le médecin donne à la femme une dose augmentée de FSH, alors cette fenêtre va être plus ouverte. Il y aura de plus en plus de follicules qui vont croître et ensuite on a une formation de multifollicules et c'est comme ça que certaines de ces femmes peuvent avoir des jumeaux ou des grossesses jumellaires avancées. Et voilà la relation de nouveau entre notre estradiol E2 à droite, comme on le voit, qui prend lieu autour du jour 12, alors le LH autour du jour 13 et l'ovulation autour du jour 14. Et voilà la relation entre les différents hormones, comme on les voit ici. À gauche, alors, nous avons le FSH. Et ensuite, on a l'estradiol. Et l'estradiol, quand il aboutit à un certain niveau, alors ça peut déclencher le LH qui augmente beaucoup. Et alors, on a notre ovulation et la production de progestérone. Parlons maintenant de la formation des spermes. On sait le système reproductif masculin ou l'appareil reproductif masculin. On sait toute notre description avec les testicules qui produisent les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes alors passent dans l'épididyme et ensuite dans le canal déférent. Et ensuite, pendant le temps de l'éjaculation,
il y a un fluide qui est produit par la prostate et la vésicule séminale. Et c'est cette fluide qui prend avec lui les spermatozoïdes pendant l'éjaculation. C'est-à-dire, si notre canal déférent n'est pas clair, on peut toujours avoir une éjaculation, mais cette éjaculation ne contiendra pas aucun spermatozoïde. Et ensuite, on a toujours notre axe hypothalamique hypophysaire voilà l'hypothalamus qui stimule l'hypophyse, et l'hypophyse stimule le FSH sur le ALH pour produire la testostérone, comme on le voit ici, et on a toujours notre mécanisme de feedback, le court et le mécanisme de feedback long. Et voilà comment les spermatozoïdes sont produits. Ils sont produits bien sûr dans les tubes séminaires. À gauche, on a le testicule avec l'épididime et le canal déférent. Et à droite, on a une section transversale sous microscope qui nous montre un de ces tubes. Voilà. Et les spermatozoïdes se trouvent au milieu du tube parce qu'il y a la membrane basale, et ensuite il y a les cellules germinales, et ensuite les spermatides et les spermatozoïdes. Et enfin, on a notre spermatozoïde, comme on le voit ici à droite en bas. Et voilà notre tube séminaire. Alors le tube séminaire, il y a d'abord, comme je viens de dire, il y a la lame basale. Et ensuite, si vous constatez bien, il y a les cellules Sertoli en haut. Si vous regardez cette cellule, c'est une très grande cellule. Si on la compare à nos spermatogonium ou toutes les autres cellules, comme on va voir maintenant, c'est une grande cellule avec un noyau. Mais entre les cellules Sertoli, il y a les cellules, les spermatogonies, qui produisent les spermatozoïdes. Et entre les tubes séminifères, un tube et l'autre, il y a les cellules de Leydig qui produisent la testostérone. Alors, voyons la photo d'après. Voilà, il y a cette photo d'après. À droite, on peut voir qu'il y a deux cellules de Sertoli, une à droite et une à gauche. Mais entre ces deux cellules, il y a d'abord le spermatogonium qui se transforme en spermatocyte primaire, ensuite en spermatozoïde secondaire, ensuite en spermatide et enfin en spermatozoïde. Et quand le spermatozoïde se forme, il s'attache à la cellule de Sertoli qui lui donne de la nourriture jusqu'au temps de l'éjaculation. Et à gauche, on a la même chose, mais sous le microscope. Et voilà un autre détail, comme on le voit. Il y a le spermatogonium qui se forme de 46 chromosomes. Ensuite, ça se transforme en spermatocyte primaire, 46 chromosomes. Et ensuite, entre spermatocyte primaire et spermatocyte secondaire, on a notre myose. C'est pourquoi qu'on appelle ça spermatocyte primaire et spermatocyte secondaire. Comme on dit un ovocyte primaire et un ovocyte secondaire. Secondaire, c'est-à-dire 23 chromosomes. Alors, notre spermatocyte secondaire contient 23 chromosomes et qu'il se transforme en spermatide rond, comme on le voit ici, 23 chromosomes. Et ce spermatide long commence à s'élanger peu à peu jusqu'à ce que ça forme les spermatozoïdes qui ne sont pas très mûrs au commencement et qui contiennent bien sûr toujours 23 chromosomes. Et ensuite, il y a nos spermatozoïdes qui sont mûrs, prêts à l'éjaculation. Et voilà les spermatozoïdes sous le microscope électronique. Et ici alors on a une description plus détaillée de notre spermatozoïde avec la tête,
le cou du sperme et la queue et la partie terminale du sperme. Alors la tête est couverte avec cette sac qui contient un enzyme qui s'appelle l'acrosine, et avec lui il y a du hyaluronidase. Alors on appelle ça le acrosome. Mais dedans de la tête il y a le noyau, bien sûr. Ensuite, dans la partie du cou, il y a le centriole, il y a aussi les mitochondria. C'est la partie qui produit l'énergie pour le sperme pour savoir bouger la queue. Parce que c'est selon cette queue que notre spermatozoïde va avoir sa motilité. Alors il y a le filament axial qu'on va voir maintenant. Voilà une autre description de notre sperme, la tête du sperme en vue de face et vue de côté. Et comme on le voit ici, nous avons notre acrosome qui est en marron, et il y a toujours le noyau qui est dans la tête. Sous la tête exactement, il y a le centriole. Et ensuite, on a le mitochondria qui fait un tour spiral autour de notre axonyme, notre axonème. Et voilà, il y a c'est cette queue, bien sûr, qui va nous donner la motilité des spermatozoïdes. Alors, on voit notre acrosome avec la membrane cellulaire et la membrane acrosomale externe et la membrane acrosomale interne. Et voilà une section transversale de notre filament axonème. Il se forme de 9 doubles tubules, tubule A et tubule B, comme on le voit en bas, une queue normale. Mais à droite, il y a une queue anormale d'un monsieur qui a le syndrome de Cartagena. Alors dans ce cas, on a seulement 8 de ces tubules. Et quand on les voit ici, elles sont jointes par les armes de Dinin, et les tubules A et B, on peut les voir ici dans cette coupe. Alors, venons à la fertilisation. Alors, quelle est la période fertile de la femme? Il y a de ceux qui pensent que le meilleur temps d'être enceinte, c'est le jour de l'ovulation. En fait, ce n'est pas. C'est le jour avant l'ovulation, et le jour d'avant, et le jour d'avant. C'est-à-dire, si l'ovulation prend lieu le 14e jour du cycle, alors le 13e jour sera le mieux, le 12e jour, ensuite le 11e jour, ensuite le 14e jour, et ensuite le 10e jour. C'est-à-dire que les spermatozoïdes doivent être présents dans le col de la matrice un jour avant l'ovulation. C'est-à-dire que les spermatozoïdes peuvent vivre dans la glaire du col pour 2 jours, 3 jours et même 4 ou 5 jours. Mais quand l'ovulation prend lieu, il y a seulement un jour, peut-être ou moins qu'un jour, durant lequel l'ovocyte sera capable d'être fertilisé. Voilà l'appareil reproducteur féminin, on le sait bien, on sait le corps de l'utérus, on sait le col de l'utérus. Alors, le col utérin a 2 fonctions. Ça fonctionne comme un réservoir, et aussi il est responsable pour la capacitation du sperme, parce qu'on ne peut pas prendre le sperme comme il est et le mettre avec l'ovocyte pour fertiliser. Ça ne va pas fertiliser notre ovocyte. On doit d'abord enlever les albumines et toutes les protéines qui couvrent la tête du sperme pour que notre sperme peut compléter la fertilisation de l'ovocyte. Alors ce processus, on appelle la capacitation, et ça prend lieu quand il traverse la glaire du col. Alors le col de l'utérus est très important, et voilà les changements qui prennent lieu dans le col de l'utérus, la glaire cervicale. Et cette glaire a 2 fonctions en fait, comme on va voir. À gauche, on a la glaire qui est présente pendant le temps de l'ovulation.
en fait, jusqu'aux 2 ou 3 jours avant l'ovulation et pendant le temps de l'ovulation, tant que le reste du mois, on a la glaire qui est à droite, le J type G, c'est-à-dire le type gestationnel qui ne permet pas aux spermatozoïdes de pénétrer, tant que le type E pour hystrogénique, c'est lui qui permet à notre spermatozoïde de pénétrer. Quand ça traverse le col, alors notre ovocyte peut rencontrer l'ovocyte mûr qui est présent dans ce cas dans la trompe de Fallope. Et si l'ovocyte est mûr, alors on peut voir à droite ici le premier corps polaire, parce que ce premier corps polaire contient 23 chromosomes, tant que notre ovocyte mûr contient les autres 23 chromosomes. Alors, ça peut être fertilisé avec notre spermatozoïde qui contient 23 chromosomes. Alors, on aura une ovocyte fertilisé avec 46 chromosomes. Mais pour cette fertilisation de prendre lieu, il y a ce qu'on appelle la réaction acrosomique, c'est-à-dire que la tête du spermatozoïde, il y a des changements qui prennent lieu dans cette tête avec la libération de l'enzyme. Et ça, cette réaction prend lieu quand notre spermatozoïde rencontre la zone pellucide. Alors, notre spermatozoïde qui a été capacité, quand on voit le sperme capacité, on voit qu'il bouge la tête forcément. Et ça, c'est très important pour négocier son trajet entre les cellules de granulosa qui entourent l'ovocyte. Ce sont des cellules de corona radiate. Ensuite, quand notre sperme rencontre la zone pellucide, il commence à libérer l'enzyme qui est l'acrosine qui va commencer à l'aider à pénétrer la zone pellucide. Et voilà un spermatozoïde pénétrant la zone vu avec le microscope électronique, et aussi un autre sperme pénétrant la zone avec M. Nilsson avec son ordinateur qui a fait un peu de changement sur notre photo ou sur sa photo. Et voilà la tête de sperme à l'intérieur du cytoplasme avec le microscope de transmission électronique de transmission, pas celui du balayage. Et voilà ce qui se passe. Comme j'ai dit, les spermatozoïdes qui sont capacités peuvent négocier leur trajet entre les cellules de granulosa jusqu'à ce qu'ils rencontrent la zone ici en jaune. Quand ils rencontrent la zone qui est en jaune, le sperme va avoir la réaction acrosomique et l'acrosine va être libérée. Il va l'aider à pénétrer la zone. Et ensuite, l'espace périvétélin. Ensuite, il va rencontrer la membrane vitéline. Quand le sperme va commencer à pénétrer la membrane vitéline, alors il y a une autre réaction qu'on appelle la réaction corticale. Ces petites granules de cortex qu'on les appelle, elles empêchent n'importe quel autre spermatozoïde de pénétrer. Alors il y a un seul spermatozoïde qui peut pénétrer l'ovocyte. Et voilà une autre présentation du processus. Alors en haut à gauche, on a un sperme qui essaie de s'approcher de la zone et ensuite il a libéré les enzymes et a pénétré la zone qui est en rouge jusqu'à qu'ensuite il a pénétré la membrane, l'espace périvétélin d'abord, ensuite la membrane et ensuite le noyau du sperme se trouve dans le cytoplasme de l'ovocyte, parce que le spermatozoïde a une seule contribution au processus de fertilisation, c'est de délivrer le noyau seulement en dedans du cytoplasme. Alors tout notre corps est formé du cytoplasme
de l'ovocyte de notre mère. Pas de contribution de cytoplasme du sperme du tout. Après 24 heures, si on regarde notre ovocyte, on va voir que si tout va bien, notre ovocyte va être fertilisé. Et dans ce cas, on voit deux noyaux. Et les deux noyaux, un noyau qui provient de l'ovocyte elle-même et l'autre qui provient du spermatozoïde. Et dans ce cas, notre premier corps polaire va se diviser en deux et maintenant nous avons deux corps polaires comme on le voit ici. Et voilà une autre photo avec M. Nielsen et avec deux on appelle ça l'étape pronucléaire, ou le stade pronucléaire, parce qu'il y a ou 2PN, 2 pronuclear stage, le stade 2PN, et à gauche, si on regarde bien, on a deux corps polaires. Et voilà notre zygote le premier jour, c'est-à-dire notre 2PN ou le stade de 2PN, c'est aussi qu'on appelle le zygote. Après un jour et demi ou 2 jours, on a l'étape à 2 cellules. Par 2 jours, on a 2 cellules ou 4 cellules. Le troisième jour, on a 8 cellules. Le quatrième jour, on a la morule, la morula. Et le cinquième jour, on commence à avoir une cavité. Et alors, dans ce cas, c'est le blastocyste. Et le sixième jour, nous aurons l'éclosion. Et voilà le zygote, notre fois, 2PN, ensuite 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules ou multicellules, le morula qui commence à être compact avant la formation de la cavité et la formation du blastocyste qui, si vous regardez bien, est toujours entouré par la zone pellucide. Parce que le sixième jour, nous avons l'éclosion et alors notre blastocyste va sortir de la zone pellucida et c'est seulement dans cette étape qu'il peut se coller à la paroi de l'endomètre et nous avons commencé à voir notre implantation. Et voilà les photos de Nielsen toujours, le stade de 2 cellules, le stade de 4 cellules, et ensuite un blastocyste en éclosion le jour 6, comme je viens de dire. Et ensuite, l'implantation. Après quelques minutes d'un rapport sexuel, on trouve que les spermatozoïdes sont présents dans la trompe de Fallope. Parce qu'il y a des contractions de l'utérus qui aspirent ces spermatozoïdes jusqu'à la fin de cette trompe. Alors les spermatozoïdes attendent là pour l'ovocyte quand elle saute de l'ovaire. Alors la fertilisation prend lieu immédiatement après l'ovulation dans la trompe de Fallope et ensuite l'ovocyte fertilisé commence à se diviser en 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules comme je viens de dire, jusqu'à l'étape de blastocyste. Alors, pendant ce temps, l'ovocyte fertilisé passe par cette trompe de Fallope et ce trajet prend à peu près de 6 jours. Alors, si l'ovulation a lieu le 14e jour du cycle, vers le 20e jour du cycle, on a alors le blastocyste qui est en éclosion dans ce temps alors et on a le commencement de l'implantation. Et voilà l'endomètre. Cette section nous montre bien les artérioles et les vénules de l'endomètre et aussi les glandes de l'endomètre et les ouvertures de ces glandes dans la cavité de l'utérus. Et voilà les changements endométriaux pendant le cycle menstruel. Il y a la phase des règles, comme on le voit, 3 ou 5 jours au commencement. Ensuite, on a la phase folliculaire entre le 5e jour et le 13e, 14e jour. Alors, le 14e jour, c'est le jour de l'ovulation. Et ensuite, après ça, on a la phase lutéale ou sécrétoire. Parce que dans ce temps,
particulier après le jour 21, nos glandes va commencer on commence à avoir des sécrétions de glycogène qui sortent de ces glandes. Et ensuite, on a les nouvelles règles après le jour 28. Et on divise la phase folliculaire entre la phase folliculaire précoce et la phase avancée. Ensuite, la phase lutéale même précoce, avancée et tardive, comme on le voit ici. Et voilà les changements sous le microscope. Au commencement, les deux parois à gauche sont la phase folliculaire et les deux parois à droite, ce sont la phase lutéale. Il y a aussi des changements qui prennent lieu dans l'endomètre si on les regarde avec le microscope électronique de balayage, scanning electromicroscopy. On peut voir qu'il y a des changements, les pinopodes, les pieds d'aspiration, pinopods, et au milieu, on voit les pinopodes dans le temps idéal de l'implantation. Et à gauche et à droite, à gauche, comme ils paraissent avant le temps de l'implantation, et à droite, après le temps de l'implantation. Alors nous avons ce qu'on appelle la fenêtre d'implantation, où c'est le temps optimum pour l'implantation du blastocyste. Et voilà les pinopodes qui sont entièrement développés au temps de l'implantation. Et voilà aussi l'implantation comme on le voit avec ce microscope électronique de balayage. Si tout va bien, alors nous avons à gauche notre blastocyste qui commence à s'implanter avec les cellules, la masse cellulaire interne au front. C'est celle qui rentre dans notre endomètre comme on le voit ici. Et ensuite, on a l'invasion avec ce blastocyste et ensuite l'endomètre va couvrir le blastocyste qui va être complètement implanté. Ici alors on peut parler un peu de la tolérance immunitaire acquise. Ça c'est le travail du Sir Peter Brian Medawar. Professeur Medawar a reçu le prix Nobel de médecine en 1960 pour la découverte de cette tolérance immunologique acquise. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comment est-ce que ça se fait que l'embryon qui contient la moitié de ces protéines d'une source étrangère, comment cet embryon peut éviter l'attaque du système immunologique? Normalement, ce système immunologique doit empêcher cet embryon de s'implanter. Et comment alors il y a un mécanisme qui doit exister pour expliquer cette tolérance immunitaire acquise. Et selon son travail, on a commencé à comprendre l'implantation. Lui n'a pas fait son travail pour ça, il avait fait ce travail pour aider les chirurgiens dans leur travail de transplantation d'organes, comment le corps humain peut accepter la transplantation d'un rein par exemple, ou d'un foie ou d'un cœur. C'est pourquoi il a reçu le prix Nobel en 1960. Mais selon son travail, on comprend aujourd'hui que, par exemple, l'implantation a deux phases. La phase précoce, et voilà comme on le voit ici, le conceptus humain, c'est-à-dire l'embryon, il essaie de s'implanter dans l'endomètre. Alors, il produit ce qu'on appelle le MMP2 et MMP9, Matrix Metalloprotease 2 and 9. Alors, c'est une protéase, c'est-à-dire que ça attaque les protéines, essayant de les dissoudre pour permettre à ce conceptus de s'implanter. Et ça, c'est selon le urocanase plasminogen activator et tissue plasminogen activator. Alors, l'endomètre qui veut empêcher cette implantation produit le TI-MMP
tissue inhibitor of matrix metalloproteases, qui est lui-même formé à travers la plasminogen activator inhibitor, PAI. Ça, c'est la première phase de l'implantation. Mais la deuxième phase, c'est la phase tardive ou l'implantation profonde. Et alors ça, c'est une bataille immunologique, comme on le voit ici. Alors, l'endomètre, qu'est-ce qu'il fait? Il produit des cellules qui empêchent, qui essayent d'empêcher cet embryon de s'implanter. Alors, il produit les NK, Natural Killer Cells, et les cellules cytotoxiques. Alors, ces cellules peuvent empêcher et enfin détruire cet embryon, mais l'embryon produit les anticorps bloquants de ces NK et de ces cellules cytotoxiques. Et les anticorps bloquants sont produits selon une réaction qu'on appelle le TH2 réaction, parce que c'est celle qui favorise l'implantation, et que la THA, la réaction THA, c'est celle qui empêche l'implantation. Alors le TH1 est faite selon le interleukine 2 et 12, tumor necrotizing factor bêta et interferon gamma, tant que la TH2, réaction qui favorise l'implantation, est faite selon le interleukine 4 et 6 et 10. Et si tout va bien, alors notre embryon va s'implanter. Parce que si l'implantation est excessive, alors dans ce cas, peut-être on aura un placenta crita ou placenta percrita. Et si notre implantation est inadéquate, alors peut-être on a une fausse couche à répétition, ou même une prééclampsie, parce qu'on pense maintenant que la prééclampsie, c'est une implantation inadéquate. Alors le fœtus ne reçoit pas assez de nourriture. Le corps de la femme enceinte essaye de pousser la nourriture, la tension augmente, et quand la tension augmente, ça peut faire un dommage collatéral dans les reins, le cerveau et la glande adrénale. Et dans ce cas, si la circulation est inadéquate, alors on aura intrauterine growth retardation, c'est-à-dire une croissance inadéquate du fœtus, ou même le fœtus peut mourir avant d'être né. Et voilà notre fœtus à 6 semaines, parce que si tout va bien, on a une bonne implantation et un fœtus à 12 semaines, parce que notre but, bien sûr, c'est que la femme a un bébé, une naissance vivante et un bébé normal. Avec ça, je termine cette présentation et je vous remercie pour votre attention.